Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autres termes. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Oui, on va citer ce tweet devenu culte. Pas cette intervention d'Emmanuel Le Chypre, le journaliste de BFM TV et de RMC, qui date de juin 2021, mais il a réédité, c'est très intéressant d'ailleurs, mais chacun est libre de son opinion, bien sûr, et c'est très important. Mais auparavant, pourquoi nous parlons de cela? Parce que, effectivement, il y a eu un symposium en Belgique, un symposium médical sur la santé, organisé par l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant, où était notre invité. On a souvent reçu le docteur David Bouillon. Et puis voilà, les choses changent, les choses bougent, le narratif bouge, on va en parler. Et puis le docteur Bouillon va surtout nous parler d'une innovation qu'il a amenée et qui vraiment intéressera tout le monde, bien au-delà de la Belgique, bien au-delà de l'Europe. On va en parler tout de suite avec lui. On va aussi en parler du label rouge. Et oui, le poulet à la française, c'est terminé. L'Europe est là. Terminé, le label rouge. Ah bon? Pourquoi? Et on va parler d'Anne Hidalgo et de ses positions, évidemment, sur les Jeux Olympiques et la participation éventuelle des Russes. Emmanuel Le Chypre, effectivement, et son rappel à propos de la réforme des retraites sur une certaine loi. Et puis nous allons recevoir Laura Le Sueur. Et Laura Le Sueur, eh bien, elle dit qu'il n'y a pas que le féminisme radical. Elle plaide pour un féminisme éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler. Et voilà, même le mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans que je suis va peut-être avoir droit à la parole. Je ne sais pas. Suivez-nous. Vous savez, nous sommes une radio libre, Sud Radio, et vous êtes tellement nombreux à nous encourager, et vraiment ça me fait chaud au cœur, je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai jamais assez. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Vous vous rappelez d'un certain Henri IV qui disait « Vous aurez tous la poule au pot chaque dimanche hein ». Ça date. Ben c'est fini la poule au pot chaque dimanche. D'ailleurs, c'est fini la poule au pot chaque jour. D'ailleurs, c'est fini la poule à la française. Ah bon? Comment? Écoutez, la belle rouge, hein, ça signifiait que on avait des poulets en liberté, on avait certifié élevés en liberté. Alors voilà, il y avait ça, et c'était la garantie que quand vous achetiez un poulet, vous aviez quand même une certaine qualité. Et ben c'est fini, la Commission européenne. Et ça n'a pas été un échange de SMS avec des éleveurs roumains et de poulets en batterie, pas du tout. Ursula, elle est partout, non. On éradique la volaille française de qualité, le bon vieux poulet, c'est terminé. Et oui, parce que vous n'aurez même pas l'étiquette. Voilà, parce que jusqu'à présent, nos éleveurs, nos agriculteurs voulaient se démarquer de la filière industrielle, des poulets en batterie. Il y en a qui participent à ça, hein, ces fabuleux poulets aux hormones dont parlait Jean Ferrat, les poulets en batterie, etc. Eh bien, un projet de nouvelles normes, c'est pas encore voté, hein, auditeur de Sud Radio. Si vous voulez réagir, c'est le moment de réagir. Vous et les Français et tous et les Européens. Ça a été présenté à Bruxelles en décembre 2022, donc décembre dernier. Il prévoit d'annuler le caractère obligatoire de la réglementation actuelle en rendant facultative les contraintes liées à l'élevage en plein air et en liberté. Et oui, le plein air et la liberté, ça va plus du tout. Non, franchement, maintenant, vous devez comprendre, d'ailleurs, c'est vrai pour les humains aussi. Allez, rangez-vous maintenant. Conformez-vous à la doxa, sinon ça ne va pas du tout. Voilà, et donc, il n'y aura plus d'étiquetage. L'étiquetage, non, vous aurez le choix entre la volaille industrielle roumaine ou bulgare, nourrie avec des détritus, entassée dans des cages et vendue sous la mention
Poulet libre, j'adore, hein. Poulet libre, voilà comment on utilise les mots de liberté, c'est magnifique. À moins de 5 € le kilo, bien sûr, le prix est là. Vous allez manger de la... Allez, j'allais dire de la merde, mais je dis pas, ça se dit pas. Ah, oui, c'est une question de prix, voilà. Et le label rouge, c'est fini. Voilà où on en est. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe qu'on est en train de nous préparer. C'est ça où on va être obligé de manger n'importe quoi sans savoir ce qu'on mange. Eh ben bravo, ça s'appelle le label rouge. En fait, c'est de la connerie noire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le docteur Doliprane, le docteur paracétamol, on ne sait plus, hein, on est un peu perdu avec tout ça. Alors, il paraît que ça va mieux, que voilà, c'est la fin, mais attendez, la fin du variant ou pas. En attendant, c'est intéressant, on va parler de la réforme de retraite. Et un journaliste, qui est un bon journaliste d'ailleurs, qui en général tient des propos tout à fait sensés, mais de temps en temps, bon, on oublie un peu l'histoire, mais c'est intéressant, écoutez ce que disait Emmanuel Le Chypre sur RMC à propos de la réforme des retraites. Écoutez. Moi, je vous lis quand même ce qu'il y a écrit dans la loi du 14 mars 1941, la loi sur la répartition, enfin, sur l'équilibre démographique. De quelle année 1941. J'étais pas né, moi. C'est pas grave, c'est quand même la loi qui fonde la répartition. Alors, 41. Lorsque le nombre des retraités croît avec l'élévation de l'âge moyen de la population, le service massif des pensions impose un fardeau insupportable aux éléments productifs. C'est-à-dire qu'on se posait la question déjà de se dire... 41... Oui. La loi du 14 mars 41. 1941. Oui. Je pense que la France n'était pas dans son meilleur... jour. Mais vous avez le droit de prendre des références de Vichy, hein, mais c'est un peu oui, compliqué. Parce que 41, là, Emmanuel... Vous voyez un peu l'étonnement des journalistes qui écoutent Emmanuel Le Chypre 41, Vichy, loi de 41, oui, qui disent ouais la réforme de retraite, vous voyez on peut plus, l'accroissement de la population, c'est intéressant, hein, vous voyez 41, nous sommes en 2023, mais il y a une chose Emmanuel Le Chypre, il faut toujours se renseigner, vous savez c'était l'État français, le Parlement avait été dissous, avait été en tout cas mis entre parenthèses. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y avait une loi qui a été votée en 41? Et puis alors franchement, 41, est-ce que c'est vraiment la meilleure des références, hein? On va pas vous accuser de... Non, une petite distraction. Et en même temps, quand même, Emmanuel Le Chypre, il est un peu spécial, parce que là, c'était pas sur les retraites, mais sur les non-vaccinés. Alors là, il avait eu des accents, alors extrêmement martiaux, d'une rhétorique, encore une fois, qui aurait pu, elle, être prononcée en 41. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends, là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Ah, voilà, ça a été prononcé par Emmanuel Le Chypre le 29 juin 2021. Intéressant, non? C'est intéressant. Oui, allez, on va la chercher avec les dents. Hein. C'est pas seulement ce que disait le président. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Là, attention, ce n'est pas encore les camps, mais quand même, il faut s'en occuper. C'est intéressant de temps en temps, vous savez, d'entendre et de réentendre un certain langage, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur les vaccins, il y a quand même des choses qui trahissent ou qui traduisent un certain état d'esprit. Mais est-ce encore de l'esprit? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 9 février avec Laura Le Sueur pour son livre Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé, édition Le Cherche Midi. Bonjour Laura Le Sueur. Bonjour. Alors Laura Le Sueur, vous êtes chef d'entreprise. D'abord, je tiens à vous dire que vous ayez accepté l'invitation d'un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans est un acte d'audace qui vous sera reconnu, et je vous remercie vraiment d'être venu parce que ça ne devait pas être évident. Et puis, j'ai lu ce livre vraiment avec plaisir parce que d'abord,
vous rappelez un certain retour, allez, oserais-je dire au bon sens, mais on va m'accuser de sexisme et d'antiféminisme primaire, non. D'abord, je rappelle que vous avez un podcast qui s'appelle Legend Ladies, donc les femmes de légende carrément. Vous avez depuis 3 ans, c'est ça à peu près, et vous êtes chef d'entreprise, et puis vous êtes mère, vous êtes femme, vous êtes mère, vous êtes épouse, et vous parlez un peu de ce qu'il y a eu avec ce féminisme radical. Alors on va pas évoquer les Marie Curie de l'efféminisme radical, les Simone de Beauvoir que sont, allez, je les cite parce que je les cite tout le temps, Sandrine Rousseau, parce que sans Sandrine Rousseau on ferait pas de radio, je veux dire, on serait perdu, vous savez, sans Alice Coffin, magnifique, sans Caroline de Haas et autres, enfin on va pas les citer toutes, mais ce que vous dites vous, c'est qu'on peut être féministe et peut-être ne pas considérer les hommes comme tous des oppresseurs, violeurs, salauds et prédateurs. Mais vous allez très loin, là, quand même. Je crois que c'est finalement, André, du bon sens, parce qu'effectivement, moi, je suis féministe, alors je le revendique, je l'assume, j'ai des convictions, j'ai même des engagements, mais je pense que ça peut aller, c'est pas du tout en contre-indication, avec un sens de la nuance, une prise de recul, parce que je crois qu'on est arrivé en fait dans une société où on est un peu prise en otage d'une sorte d'immédiateté. Il faut se positionner, surtout tout le temps, avoir des convictions extrêmement fortes, des certitudes qui presque sont un peu sclérosantes, et finalement, l'esprit critique, le bon sens, la prise de recul est un peu oublié au passage. Et je pense que ça reste effectivement nécessaire parce que le féminisme, en fait, il dépasse même sa propre cause. C'est-à-dire qu'il touche à tellement de sujets qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi pour se dire c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et effectivement, vous n'êtes pas l'ennemi public numéro 1 parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, vous dites quand même, on rappelle tout ça, vous dites, écoutez, oui, très très bien, le féminisme et tout, enfin vous rappelez à chaque fois, il ne s'agit pas en fait, il ne s'agit pas d'être blanc ou noir, et vous dites, moi j'aime bien, et quand même, il y a les zones grises, et c'est vrai que la nuance, c'est quand même pas inintéressant. Mais comment vous expliquez ? Enfin, vous l'expliquez dans votre livre, mais je voudrais que vous l'expliquiez ici à la radio, et je renvoie à votre livre, qu'il est intéressant de lire, bien sûr. Comment vous expliquez qu'on soit arrivé à un moment donné où c'est vraiment, c'est quoi ? C'est le patriarcat, l'oppression, donc pour se libérer, il faut de toute façon éliminer, ou en tout cas maîtriser ces oppresseurs, et comment est arrivé à cet extrémisme-là, enfin ce radicalisme-là ? Oui, c'est une vraie question qui se pose, et effectivement j'en parle dans ce livre. Je crois que c'est un phénomène de société, car le féminisme aujourd'hui, la radicalité du féminisme se heurte à une impasse. Pourquoi est-ce que parfois on entend derrière ce « je suis féministe » des femmes qui se jettent à corps perdu sans justement ce temps de recul pour la cause ? Parce qu'on est quand même dans une société où on voit que les cellules un peu traditionnelles se délitent. C'est-à-dire que la religion n'a plus d'adhésion comme auparavant, la famille aussi est une famille beaucoup plus dispersée, les partis politiques, on le voit avec les taux d'abstention assez records à chaque fois, se délite aussi. Même la grande entreprise est un peu en perte de sens, en perte d'amour. Elle a du mal justement à attirer. Et finalement, toutes ces cellules qui permettent de sédimenter quelque part une identité manquent. Donc c'est la nouvelle religion, c'est la nouvelle communauté, quoi. Dans la logique radicale, il y a un côté effectivement dogmatique que je décris, parce que ça crée des crispations identitaires. Et ça fait de bien à personne, ni à ceux qui les portent, ni à effectivement ceux qu'on considère comme mais vous parlez de la pyramide de Maslow dans votre livre, justement, mais vous dites, eh bien oui, mais il y a des gens qui ont besoin de se retrouver avec d'autres, et ils se disent, ah, formidable, je suis féministe radical, et comme c'est bon, quoi. Exactement, il y a ce besoin d'appartenance, qui est un besoin humain dont Maslow parle effectivement dans sa pyramide. Le problème, c'est qu'on ne change pas le monde avec la moitié de l'humanité, dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut absolument intégrer les hommes et tous les hommes comme des alliés explicites du féminisme, parce qu'on en a besoin d'un point de vue stratégique, mais aussi parce que ça va leur avoir pour eux des effets positifs. Voilà, alors vous voyez, là nous sommes avec Laura Le Sueur, qui n'a pas une envie spéciale de castrer tous les hommes. C'est intéressant, on va continuer d'en parler après cette petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Laura Le Sueur pour son livre Manifeste contre le féminisme radical et pour un féministe éclairé. A tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, je suis pas le seul. Il y a des féministes qui sont dans tous leurs états. Alors certains dans leurs états délirants, d'autres dans leurs états de bon sens. Ce qui est intéressant au moins, il y a plusieurs variétés. Et Laura Le Sueur, qui vient d'écrire le manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé, aux éditions du Cherche Midi, eh bien vous en parlez et vous faites, enfin vous essayez de faire, mais vous le réussissez assez souvent, la part des choses. Mais alors justement, est-ce que c'est très complexe tout ça, parce que on peut vous dire oui d'accord, c'est vrai, mais alors dites-moi, est-ce que les femmes doivent utiliser, parce que on a eu en France quand même des siècles et des siècles, d'ailleurs Françoise Giroud en parlait très très bien, on a quand même des traditions de courtoisie, de séduction, de jeu, la conversation, enfin c'est toute la littérature du XVIIe, XVIIIe, XIXe, sans remonter au troubadour du Moyen-Âge, parle de ça. C'était pas du viol, de la prédation. Bien sûr qu'il y avait le viol et prédation, mais c'était pas ça le langage. Et on peut vous dire, oui d'accord, vous dites les femmes entreprenantes, tout ça, mais est-ce que les femmes n'utilisent pas aussi, vous comprenez, leurs armes féminines, leurs armes de séduction, leur beauté ou leur charme, pour, par exemple, vous parlez de l'ambition. Et vous, à juste titre, vous dites l'ambition, c'est pas un péché, loin de là, au contraire. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas dans ce jeu homme-femme aussi une espèce de marge de manœuvre à respecter sans que l'on tombe tout de suite dans le MeToo et compagnie ? Si, absolument, André, je pense qu'il faut adopter une sorte de principe de riposte graduée. C'est-à-dire que si on s'estime féministe radical, ce qui après tout est un droit, mais qu'on commence à invectiver un homme qui va nous tenir la porte, quelle que soit, j'ai envie de dire, son intention, et que on se comporte de la même manière face à un sexisme ordinaire qui a besoin effectivement d'être interpellé, on perd, si vous voulez, l'impact. Donc il faut un principe de bon sens, encore une fois, de riposte graduée. Et après, quelque part, c'est tout le principe des relations. C'est-à-dire que ça dépend de chaque cas particulier. On ne peut pas globaliser. C'est ça le problème. On ne peut pas dire tous les hommes, on ne peut pas dire toutes les femmes. Il faut avoir un petit peu généraliser, quoi. De recul. C'est très dangereux, cette pensée globalisante, parce que ça nous enferme. Et d'où vient, alors justement, vous en parlez dans votre livre, d'où vient cette chosification ? La chosification des femmes. Vous savez, avant c'était la maman et la putain, voilà, il fallait choisir, on pouvait être les deux, mais enfin voilà. Et puis les hommes, tous évidemment des massacreurs, voire Alice Coffin dans son Génie lesbien et autres livres du même genre. Est-ce que franchement, vous parlez, d'ailleurs je voudrais parler de cela, vous parlez de la victimisation et du statut de victime éternelle qui est quand même quelque part assez confortable. Je pense que c'est pas forcément rendre service aux femmes que de les considérer comme des perpétuelles victimes. Il y a des faits, on voit le drame absolu, il faut quand même le rappeler, que sont les féminicides. C'est une femme tous les 2 jours et demi qui meurt sous les coups de son conjoint, ex-conjoint. C'est absolument inacceptable. Il faut évidemment le sanctionner et continuer à le faire. Maintenant, un des angles morts du féminisme radical que je déplore, c'est qu'à un moment donné, armer les femmes pour aider à leur libération, c'est aussi leur dire, vous avez la possibilité aussi de vous armer en apprenant quelque part à plus négocier, à oser, à dire non, à plus demander. Moi, je vais vous dire, André, dans l'entreprise, avant j'étais salariée dans des entreprises du numérique, j'ai vu autant de femmes victimes du sexisme ordinaire que de femmes qui s'auto-censuraient. Donc apprendre aussi aux femmes, c'est pas du tout leur dire qu'elles sont à tout prix responsables de cela, parce que ça vient de construction sociale, d'éducation, mais leur dire, vous avez aussi une responsabilité pour vous libérer, c'est au contraire leur redonner du pouvoir. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Alors, et puis vous dites aussi, il faut quand même rappeler, que les femmes entre elles, comme les hommes entre eux, sont capables, ils ont des pires manœuvres. Je pense que malheureusement, c'est même parfois pire. Sur le podcast Legend Ladies, où j'ai reçu 200 femmes et quelques hommes aussi, quand je coupais le micro, la grande majorité d'entre elles me disaient, vous savez, les obstacles que j'ai connus dans mon parcours professionnel, la plupart du temps, ils venaient presque plus souvent de la part d'autres femmes que de la part des hommes. Alors c'est un sujet qui a un peu été évoqué parce qu'il y a des ouvrages qui sont sortis là-dessus l'année dernière, la rivalité féminine. Donc on doit arriver dans un féminisme constructif et non pas de la déconstruction, qui envisage des nouveaux rapports entre les femmes et les hommes, mais aussi des nouveaux rapports des femmes entre elles. Il faut dépasser ça, c'est indispensable. Oui, et ça fait partie du même combat, d'ailleurs. Mais bien sûr, exactement. D'ailleurs, parce que c'est encore une fois les vieux schémas, et les schémas, il faut que je plaise à mon patron, ou à mon... voilà, etc. Ce qui, quelque part, est humain, parce qu'on nous a répété que les places étaient chères, que c'était compliqué, et qu'il y avait peu de femmes dans les hautes instances de direction. C'est en train d'évoluer lentement, mais sûrement, mais à un moment donné... C'est toujours le cas ?
C'est encore un petit peu le cas, mais ça commence à évoluer parce qu'on a plus de modèles de représentation féminin. Mais il faut se dire que quand on fait la courte échelle à une autre femme et qu'on est femme soi-même, on n'est pas en train de s'amoindrir. Au contraire, on est en train de s'élever. Et il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour le faire et d'être en fin de carrière. Et alors, ces dérives et ces excès que vous dénoncez effectivement dans votre livre, et vous en parlez, et vous dites à un moment donné quand même, alors là c'est une phrase quand même qui va valoir les accusations de collabo la plus totale, nous avons besoin des hommes. Vous osez dire ça? Nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des uns des autres, parce qu'il faut que, c'est ce que je vous disais, que les hommes soient ces alliés explicites. Mais déjà parce qu'ils ont tous à minima des mères, pour beaucoup des conjointes, des sœurs, des amis, peut-être des filles. Mais aussi, André, parce qu'en fait, quand on rebat les cartes et que les femmes prennent plus de place dans la société, évidemment, le rôle des hommes va évoluer. C'est une opportunité pour eux de revoir la manière dont eux aussi ont été éduqués. Parce qu'on parle de charge mentale des femmes, mais si on a dit aux femmes « sois belle et tais-toi », on a aussi dit aux hommes « sois fort et prouve-le ». Voilà. Et donc finalement, cette charge qu'ils ont, ça crée des répercussions dont on ne parle pas assez. On parle des féminicides, on ne parle pas des suicides. Vous avez 75% des suicides qui sont des suicides d'hommes. Parce qu'ils ont aussi cette charge et qu'ils en parlent moins et que finalement, l'ennemi numéro 1, ce ne sont pas les hommes, c'est une masculinité un peu toxique et un peu trop viriliste qu'il faut dépasser pour le bien de tous. Et puis le côté compétition, attention, il faut que je montre que je suis le plus fort, Exactement. le plus, etc., le plus vertébré, etc. Et en fait, et oui, mais justement, de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à changer dans le langage ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de langage, je veux dire, le langage courant, etc. Et est-ce que vous êtes, vous, par exemple, quand on arrive effectivement à dire, et vous avez vu, c'est le woke et la cancel culture, que quand le prince charmant embrasse la belle au bois dormant, il la viole puisqu'elle est, et embrasse, il se contente de lui effleurer la bouche, il la viole puisqu'elle est endormie. Alors, c'est une bonne question parce que quelque part, ce qui nourrit nos perceptions, c'est tout ce qu'on va consommer en termes justement de culture, les médias et les dessins animés, l'exemple que vous prenez, pour en faire partie. Moi, j'ai été bercée par ces dessins animés de Walt Disney. Il faut pas renier le fait que ça façonne nos représentations et c'est vrai qu'on nous a présenté, vous parliez de la mère et de la putain, on nous a présenté soit des reines vraiment très mignonnes, très jolies, qui étaient un peu passives, soit des vilaines sorcières très méchantes. Donc je pense qu'il y a un entre-deux parce que les femmes sont des êtres pluriels qui peuvent avoir leurs propres contradictions et c'est très bien que la culture aussi et le divertissement avancent en proposant des héroïnes un petit peu plus casse-cou, audacieuses, courageuses. Ça c'est intéressant aussi. C'est vrai. Encore que je crois que si un prince embrasse vraiment comme ça furtivement une jeune endormie, qu'on en arrive à parler de viol, ça en dit long. En tout cas, on va continuer à parler avec Laura Le Sueur. Oui, tout de suite. Auditeurs et auditrices, vous avez la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Laura Le Sueur. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et oui. Et le féminisme dans tous ses états, c'est aussi le sujet du livre de Laura Le Sueur, paru aux éditions du Cherche Midi. Alors, il y a un épisode dans votre livre assez amusant. Vous racontez que à l'issue d'une de vos conférences, un jeune cadre, enfin un jeune cadre de 40 ans, est venu vous voir et il dit voilà ce qui m'est arrivé dans un colloque où je devais participer, auquel je devais participer. Raconter. Effectivement, c'était pour un salon du livre. Il était lui-même auteur, en plus de son activité en entreprise, et il a souhaité participer à un salon et il s'est heurté à une fin de non-recevoir en disant que c'était un salon qui était réservé finalement aux femmes. Je trouve ce genre de réaction... Ça veut dire, attendez, ça veut dire qu'on lui a dit les hommes ne sont pas admis. C'est bien ça. Alors, on lui a dit moins frontalement, mais c'était clairement le message. Non, mais c'est ça. Non, mais soyons clairs. Oui, c'était clairement le message. C'était ça, oui. C'est-à-dire que vous pouvez venir, mais enfin, bon, cachez-vous, quoi. Exactement. Et je pense que face au monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas se passer de diversité, à tout niveau. Donc, c'est comme moi, quand je fais des conférences en entreprise, qu'on me dit, est-ce que c'est juste pour les femmes ? Je dis non, même si on parle de parité, évidemment, ça concerne l'ensemble des personnes. Donc, encore une fois, il faut qu'on soit dans un féminisme beaucoup plus inclusif. Donc, oui, c'est intéressant, d'ailleurs. Moi, j'appelle ça de l'apartheid. Ni plus ni moins. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Laura Le Sueur, est-ce que vous êtes transphobe ? Alors, c'est un sujet éminemment complexe. Je ne suis pas transphobe. C'est-à-dire, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que si je vous dis que je ne pense pas que je puisse avoir un jour un cancer de l'utérus, vous en pensez quoi ?
Alors c'est une question difficile et je ne suis pas médecin, donc je ne m'aventurerai pas à vous répondre. Vous comme prenez ça. des précautions, Laura Le Sueur. Parce que vous savez, on est dans une société où on doit avoir un avis tranché sur tout. Mais oui, mais c'est sur cette ça qu'il faut question-là. abandonner, Laura Le Sueur. Faut avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les transphobes, si moi je ne peux pas avoir un cancer de l'utérus, sauf si je fais les opérations pour me transformer en femme. Vous avez la réponse. Voilà, mais sauf que vous aurez dû me la donner. Faut pas avoir peur, Laura Le Sueur. Allez, lâchez-vous un peu. Je vous assure, ça vous fera du bien. Non, mais c'est comme si je vous disais, chère Laura Le Sueur, est-ce qu'un jour vous aurez des problèmes de prostate? Écoutez, on peut jurer de rien. On ne peut jurer de rien, André. La vie est longue. La vie est longue. Non, Voilà. mais ces questions-là sont éminemment complexes. Mais vous voyez, je vais vous dire, si vous voulez qu'on se parle franchement, Oui. c'est comme la question qui est extrêmement complexe, la question du voile que je ne traite pas dans mon livre. Vous avez d'une part des femmes qui vous disent attendez, je m'habille comme je veux, c'est mon corps, c'est ma liberté, et vous avez des femmes à l'autre bout du monde qui se battent d'une manière extrêmement courageuse pour justement l'enlever. Qu'est-ce qu'on décide? Où elle est, où la liberté des femmes? Donc c'est des cas extrêmement complexes parce que pouvoir juger de est-ce qu'une femme décide librement en fonction du contexte dans lequel elle est, c'est très compliqué. C'est vrai, mais vous pouvez donner votre avis. Oui, alors En moi... tant que femme, qu'individu. Bien après sûr, tout, ouais. évidemment. Moi, je pense que le voile est une manière de cacher et donc d'opprimer la femme. Maintenant, je ne suis pas concernée par le voile. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une unité sur ce propos-là. Bien sûr. Alors, avançons. Non, mais c'est important parce que pourquoi je vous ai posé cette question? C'est la question des dérives et des excès dont vous parlez. Et je crois que ces excès, ces dérives peuvent arriver au délire. C'est là où il faut faire très 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 attention. Vous savez très bien, dans les universités aujourd'hui, tout, c'est pas le sujet, mais c'est quand même, ça touche le sujet de votre livre. Mais je reviens à ce que vous disiez par rapport au fond, est-ce qu'il y a, je dirais, des gens à réconcilier? Comment amener justement ces féministes radicales d'un côté et peut-être ces mâles sexistes aussi, et il y en a, et c'est clair, complètement butés, comment les amener à peut-être un peu prendre conscience que les choses sont plus complexes qu'ils ne le pensent, ou qu'elles ne le pensent? Ouais, il y a une très belle phrase qui dit que l'éducation, c'est l'apprentissage du sens de la nuance. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à instiller dans nos sociétés. Et puis il faut quelque part avoir une stratégie féministe. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut partir de ce qui nous unit plutôt que d'aller vers ce qui nous divise. Et quand je dis que tout le monde a à y gagner, ça commence déjà évidemment par l'éducation des jeunes enfants, à compter des petits garçons. Vous le disiez, moi je suis mère, j'élève un petit garçon de 2 ans et demi, je vais le sensibiliser par mes actes, mais aussi sur le fait d'avoir conscience des inégalités et d'avoir des comportements adéquats. Donc ça commence par là. Et tout le monde a à y gagner. Donc il faut absolument, effectivement, avoir une forme de réconciliation parce que ça va être gagnant-gagnant. Donc, c'est-à-dire faire vraiment l'apprentissage de la réconciliation, l'éducation, la pédagogie, c'est ça? Tout à fait, ça commence dans les écoles, bien sûr, mais la bonne nouvelle, André, c'est que tout ne se joue pas avant 6 ans. Les entreprises, je crois, ont un rôle à jouer dans les formations qu'elles vont proposer, dans l'exemplarité aussi qui est montrée. Et encore une fois, il faut de la juste mesure, il faut une riposte graduée. On ne punit pas de la même manière une blague sexiste qui n'a pas lieu d'être qu'un attouchement et encore plus qu'un viol. Oui, c'est-à-dire que si quelqu'un, non mais allons, vous savez, quand il y a eu, vous vous rappelez, quand il y a eu le mouvement MeToo, etc., il y a eu une pétition signée de Catherine Deneuve et beaucoup d'autres. Bon, il m'est arrivé de me faire siffler dans la rue. Je dis pas que c'était bien, mais c'est pas un crime contre l'humanité. Absolument. C'est ce que vous pensez? C'est ce que Elisabeth Badinter était invitée dans une radio. Elle a été vilipendée par certaines féministes radicales parce qu'elle disait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un viol et un crime contre l'humanité. C'est un fait, je trouve que c'est du bon sens. Un viol est gravissime, mais il faut avoir une riposte qui est graduée. Et Elisabeth Badinter est quelqu'un qui a énormément fait quand même en son temps pour la cause féministe, il faut le rappeler. Et elle dit d'ailleurs dans un de ses livres, je voudrais quand même la citer, elle dit le problème du militantisme féministe, c'est qu'il ne prend pas en considération la diversité du réel. Voilà, et ça, c'est effectivement, encore une fois, l'apprentissage de la nuance. Au fond, c'est vrai en politique, c'est vrai en écologie et partout. C'est qu'il ne faut pas que chasser le réel et fermer portes et fenêtres et se barricader. Parce que quelque part, ce que vous décrivez et ce que vous combattez, c'est la barricade. Absolument. Dans un monde ouvert, je pense qu'on ne peut pas être dans des certitudes sclérosantes. Et vous parliez de l'écologie, la question de la radicalité, elle se pose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit la fin justifie les moyens. On peut aussi dire les moyens discréditent la fin s'ils sont excluants, avilissants, voilà. Donc, bien sûr. Oui, il faut jouer vraiment sur les deux et garder cela. Et écoutez, on espère en tout cas, je ne sais pas, entre femmes
femmes, je ne sais pas, binaires et hommes déconstruits, bon, il y aura peut-être une espèce de territoire où surtout, je rappelle, la France, qui a été un pays, encore une fois, de la conversation, de l'esprit, eh ben, on garde un peu ces nuances-là que vous défendez. Lucien, nous avons des auditeurs. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui continuent de nous appeler au 0826 300 300. Et on commence avec Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Richard, on vous écoute. Oui, j'avais une question en fait qui me taraude pas, mais qui m'interpelle en fait. Ouais. Les féministes radicales ne se sont jamais élevées contre une loi qui existe aujourd'hui, qui est très sexiste. C'est la loi qui est encore en vigueur sur la mobilisation. En cas de conflit, même si les Français ne font plus l'armée, ils sont mobilisables, contrairement à ce que des gens pourraient penser. Elles sont mobilisables, vous dire les femmes sont mobilisables, c'est ça que vous dites ? Non, il n'y a que les hommes de mobilisables. Et là, je me dis, tiens, c'est une incohérence, c'est un oubli. En fait, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie. Et ce que veulent les féministes, on va dire, extrémistes, c'est récupérer tout ce qui peut être un avantage et délaisser aussi ce qui est un peu plus compliqué. Le plus pénible. Et justement, écoutez, alors la question de Richard, ça me peut poser de prolonger la question de Richard, Laura Le Sueur, c'est qu'effectivement, alors quand on fait la guerre, est-ce que les femmes doivent y être ? D'ailleurs, il y a des pays où les femmes sont soldats, font la guerre, etc. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que les femmes doivent en fait être ouvertes à tous les métiers possibles et imaginables ? Alors oui, c'est une question effectivement intéressante. Bon, heureusement, et j'espère que la question ne se posera pas d'être mobilisée ou pas si une guerre vient vraiment sur notre territoire. À l'époque, la question ne se posait pas parce que la répartition des rôles et la place des femmes dans la société, elles travaillaient effectivement beaucoup moins. Donc les hommes étaient mobilisés et les femmes restaient plus souvent dans le foyer, notamment pour s'occuper des enfants. Si aujourd'hui la question se posait, je pense que ce serait considéré différemment. Et pour répondre à votre question, André, et à celle de Richard, moi je pense que si on suit le principe, mais même sans parler du féminisme radical, du féminisme, les femmes comme les hommes devraient être mises effectivement devant les mêmes opportunités, possibilités et devoirs. Si on parle effectivement de la mobilisation. Oui, mais alors est-ce qu'on n'oublie pas un peu, juste un mot quand même, pardon, le physique, quand j'ai dit le physique, la structure, je veux dire, le métier, prenons un métier comme celui de couvreur de toit. Bon, est-ce que vraiment, alors peut-être c'est possible, à ce moment-là, bravo, ou bravo, en tout cas, on admet la chose. Est-ce que il n'y a pas certains métiers quand même qui demandent une espèce de force physique, et il y a cette différence qui existe? Certainement, il y a autant de cas que de réalités. Maintenant, on voit aussi que dans la profession du soin à la personne, du care, comme on l'appelle, il y a une surreprésentation des femmes. Et c'est même pas une question de force physique, c'est une question là pour le coup de socialisation. On voit que la plupart des assistants sont des assistantes, des secrétaires, des femmes, les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes. Et d'ailleurs, ce sont des professions qui sont pas très souvent valorisées. Et là, ça questionne un peu aussi sur les valeurs de société. Donc, c'est vrai, ça nous renvoie effectivement à une autre réalité. Lucien. Merci beaucoup Richard. Et on accueille Antoine de Lyon. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Madame la Sueur. Voilà, je pense que les excès, les dérives ont déjà eu lieu depuis pas mal d'années. Et la nuance n'existe plus sur cette thématique, à part sur Sud Radio où on a des débats contradictoires et nuancés. Mais je vous prends un exemple concret, et là j'ai besoin de votre avis sur le mot féminicide. Sauf erreur de ma part, le mot féminicide, c'est quand la justice, après enquête, après audience, a tranché et a dit qu'un homme a tué une femme parce qu'elle est femme. Sauf que là, maintenant, tout est féminicide. Et toute la journée, ce mot apparaît dans les ondes, sur les télés, dans les radios, dans la presse écrite locale ou nationale, ce qui fait que ça imprègne, ça se diffuse dans la société et c'est devenu une dérive de la novlangue féministe extrêmement inquiétante que tout le monde s'empare et c'est devenu banalisé. Il y a une dérive verbale, sémantique qui est inquiétante. Le mot féminicide, si je ne me trompe pas, c'est tuer quelqu'un parce qu'elle est femme. Mais c'est un juge de le décider. Ouais. Alors, bonne question, Laura Le Sueur. Oui, c'est un point. Quoi alors, sur la banalisation, je nuancerais peut-être un petit peu le propos. Ce qui est vrai, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Et là-dessus, pour le coup, je serais assez radicale. Je trouve que c'est une excellente chose qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est un phénomène, effectivement, de tuer une conjointe ou ex-conjointe, donc avec ce rapport de relation qu'il y a eu. Et on a quand même eu 109 féminicides en 2022. Il faut quand même parler factuellement et rappeler les chiffres. On est tous et toutes d'accord pour dire que ce sont des drames. Est-ce que ce
ce mot a été banalisé, instrumentalisé. C'est comme toujours, tout dépend qui le porte. En revanche, je vais vous donner, pour le coup, une vision peut-être un peu plus globale qui est intéressante. Les féminicides sont un drame. J'ai parlé des suicides qui concernent, c'est quand même 25 suicides par jour en France, dont 75% d'hommes. On parle peu des infanticides, on en parle mais pas assez. Figurez-vous que l'ONDPR, qui est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, montre un chiffre dont on ne parle jamais. 70% des condamnations pour infanticide, donc homicide sur mineurs de moins de 15 ans, sont réalisées par des femmes. 70%. Et on en parle moins. Je ne dis pas ça du tout pour accuser les femmes parce que, encore une fois, les féminicides est un sujet gravissime et je pense pas qu'on en fasse trop, très sincèrement, sur cette question. En revanche, il faut se dire que les hommes n'ont pas le monopole de la violence. Et les femmes n'ont pas le monopole du féminisme. Donc c'est intéressant aussi de parler des infanticides parce que c'est un sujet tout aussi grave. Tout à fait, c'est un vrai sujet. Merci Lucien. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, chers auditeurs. On vous attend aussi, chères auditrices, au 0826 300 300. Et après les femmes qui nous écoutent, et beaucoup. Et après la pub, on ira voir Samuel. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lucien, avant de prendre notre prochain auditeur, et on est toujours ravis de les recevoir bien sûr, quand j'ai commencé à lire le livre de Laura Le Sueur, il commence comme ça: je suis une femme, juste une femme, qui vaut peut-être bien toutes les femmes et que vaut n'importe qui. Et je me dis qu'une femme qui commence son livre en paraphrasant Jean-Paul Sartre dans les mots ne peut pas être complètement mauvaise. Et je suis sûr que cette phrase a plu à Samuel de Paris qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Monsieur Berkov. J'avais un témoignage à échanger avec vous. J'ai été inquiété par la justice, ma femme ayant porté plainte contre moi pour violence conjugale. Voilà. Je me suis retrouvé 2 jours en garde à vue, j'ai failli être déféré et donc mis en prison. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, j'ai dû quitter mon appartement parce que ma femme était devenue violente, voilà. Elle a menti, produit des faux documents, menti même devant des flics parce qu'elle savait pas qu'ils étaient là. Et en fait, j'ai été mis en garde à vue simplement parce que je suis un homme et que c'était automatique, même s'ils savaient que j'étais innocent. Donc j'ai été... j'ai pas été inquiété ensuite. Et les policiers, quand ils m'ont laissé partir, au bout de 2 jours, m'ont dit: vous savez, aujourd'hui, la parole d'un homme, ça vaut rien. Et heureusement que votre femme a fait des erreurs dans ces accusations, sinon j'aurais été déféré devant un juge. Ils vous ont dit la parole d'une femme ça vaut rien. Alors, Lucien, la parole d'un homme. D'un homme, pardon, effectivement, d'un homme ça ne vaut rien, absolument. Donc on va pas évidemment traiter votre cas qu'on ne connaît pas, mais quand même. Bien sûr. Mais vous posez une question qui est là. Vous savez, c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui, justement, tout ce que vous décrivez dans votre livre sur le féminisme radical, est-ce que effectivement il y a, on sait, des hommes battus aussi, ça, ils sont minoritaires, je ne veux pas du tout renvoyer de dos à dos la chose, mais quand même c'est vrai que quand un policier dit à notre auditeur la parole d'un homme, ça vaut rien, il y a quand même un problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Laura Le Sueur ? Absolument. Alors je pense que l'accueil des plaintes, on voit à ce propos, qui est un peu un propos qui va à contresens de ce qu'on a l'habitude de dire, puisqu'on a l'habitude de dire que dans les commissariats, les dépôts de plaintes n'étaient pas pris au sérieux. Ouais. Et justement, il y a eu tout un investissement sur la formation justement des personnes qui reçoivent ces plaintes-là. On le voit avec le témoignage de Samuel que il arrive que ce soit l'inverse. Je pense que les propos qu'a tenus ce policier n'ont pas lieu d'être, mais que la justice, bien évidemment, doit faire son travail. Il n'y a pas plus à dire. C'est une bonne chose, évidemment, que la parole se soit libérée sur les violences faites aux femmes, qu'il y ait un numéro, le 3919, qui soit disponible. Maintenant, il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'individus. On ne peut pas généraliser, et cette généralisation, elle est dangereuse. Et je pense qu'on peut être, pour revenir sur ce que disait Samuel, on peut être engagé, on peut être convaincu, on peut être féministe et cultiver un sens de l'esprit critique et de la nuance. Parce que justement, c'est, je crois, ce qui crédibilise le propos. Enfin, je l'espère. On l'espère tous, ça. Merci beaucoup Samuel. On accueille Armand d'Issy-les-Moulineaux, pas très loin d'ici. Bonjour Armand. Bonjour Armand. Bonjour. On vous écoute Armand. Bonjour. Oui, on vous entend bien.
Alors déjà, je voulais réagir parce que par rapport à ce que Madame Le Sieur a dit, je trouvais ça super intéressant, le fait qu'elle relève les infanticides et que voilà qu'elle donne des chiffres parce que je n'étais pas du tout au courant. Ouais. Mais ma question était la suivante en cas de guerre, admettons, est-ce que on engagerait 50% d'hommes et 50% de femmes, ce qui ferait en sorte une parité, quoi? Bonne question, Laura Le Sueur. Alors, 50%. On fait la parité si demain, hélas, ça peut arriver. On n'espère pas qu'il y a la guerre. Oui, alors écoutez, Armand et André, je ne suis pas présidente de la République, je ne suis pas chef des armées, donc j'aurais du mal à vous répondre à cette question. Mais encore une fois, sur le principe d'égalité, qui est celui qu'on défend aujourd'hui, bien évidemment, et sur l'évolution de la place des femmes dans la société, logiquement, l'engagement devrait être paritaire. Voilà. Est-ce que ce serait le cas dans la réalité? Je ne sais pas et j'espère que la situation ne se présentera pas. Eh bien, écoutez, je ne voudrais pas voir le colonel Le Sieur tout de suite arriver parce que ça signifie qu'on est en guerre nucléaire. Mais écoutez, tout est possible. Merci beaucoup Armand. Et direction la Haute-Savoie avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Gaël. Oui, bonjour, enchanté. Bonjour Madame Le Sieur. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. On vous écoute. Oui, donc je voulais simplement un petit propos. Dans les tribunaux actuellement, au niveau du juge pour enfants et tout ça, en fait, vous retrouvez en fait qu'avec des femmes. Donc la parité, elle est où en fait? Lorsque je reviens un petit peu au propos aussi en même temps de la personne d'avant, en fait, au niveau gendarmerie, moi j'ai déjà porté plainte pour viol de mon ex-femme et on m'a dit exactement la même chose à la gendarmerie. On vous a dit quoi? Que la parole d'un homme ne compte pas, c'est ça? Tout à fait. Et qu'il valait mieux que je sorte du la gendarmerie, en fait, tant qu'il était temps, en fait, voilà. D'accord. Donc, la parité, je veux bien. Je veux tout bien, moi. Je veux que tout le monde soit égaux. C'est toujours ce que j'ai pensé. Donc, je sais pas, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des textes de loi je sais pas. Oui, vous voulez dire, par exemple, pourquoi il n'y a pas autant de magistrats hommes que de magistrats femmes, d'infirmiers hommes que d'infirmiers femmes, etc., etc. Chercher un avocat masculin pour un divorce, c'est compliqué. Vous trouvez que des femmes, et ce qui ne me dérange pas du tout, mais lorsque votre tribunal, même des juges pour enfants, en fait, le premier coup que ça m'arrivait, voilà, j'avais tous les torts. La seconde fois, heureusement, c'était un homme. Et en fait, ils ont pas. Ça a été paritaire, voilà, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ce qu'on voit au travers de votre témoignage, Gaël, c'est que finalement, les lois aujourd'hui, et tant mieux, vont dans le sens d'une parité, mais il y a un écart entre ces lois et l'effectivité de l'application de cette parité, parce qu'il s'agit d'un changement de mentalité et de comportement qui prend indéniablement du temps. Et d'ailleurs, le radical veut souvent faire dans le temps très court, dans l'immédiateté. Mais des changements de culture et de société prennent du temps. Vous preniez l'exemple du jugement lors de cas de divorce pour les enfants. Là, c'est vrai qu'encore une fois, ça va être, je pense, long à être mis en place. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, et là encore une fois, c'est factuel, sur les tâches domestiques, ça évolue quand même faiblement. Il y a encore 10 heures d'écart par semaine entre les tâches domestiques que font les femmes et celles des hommes. Donc c'est vrai qu'elles... J'ai été père au foyer pendant 4 ans, et en fait, bravo. Voilà, et je ne toucherai pas les semestres, comme on parle de retraite et tout ça, et compagnie. Voilà. Bien sûr, mais bien sûr. Et vous voyez, je vous ai dit bravo, et moi j'aimerais qu'un jour je n'ai pas à vous dire bravo. Donc ça prend du temps. Il faut accepter aussi, je crois, ce temps long pour instaurer des changements de comportement et de rôle qui soient durables. D'accord. Merci. Merci bien en tout cas. Merci. Excellente journée. Et, oui, alors justement, parlons de ça. Donc, effectivement, c'est l'histoire des tâches domestiques. C'est vrai que c'est un... Mais, par exemple, moi je veux dire, Laura Le Sieur, moi je me rappelle d'un couple magnifique de Jean II. Lui était poète surréaliste, elle était la fille d'un des plus grands chanteurs égyptiens, c'est Georges Hénin, enfin peu importe, paix à leur âme. Et c'était un couple qui ont vécu 60 ans ensemble. C'est le couple le plus uni, le plus, mais vraiment, comment dirais-je, en totale union, en totale, vraiment, que j'ai connu. Les mots me manquent parce que... Et alors, eux, c'était autre chose. Alors évidemment, c'est la mentalité, d'avant, certes. Mais par exemple, elle s'occupait de la maison. Et lui ramenait l'argent au foyer, c'est lui qui... Et, en fait, je peux vous dire, parce que je les ai bien connus, en aucun cas, elle était femme soumise, mais même pas soumise. Elle l'envoyait gueuler, elle l'envoyait
paître s'il fallait l'envoyer paître, etc. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, mais pas, c'est un cas, alors ça c'était le cas traditionnel, mais on disait voilà, la femme est soumise. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir partage des tâches? Mais c'est une excellente question parce que vous voyez, dans le podcast que j'ai créé, que vous mentionniez au début de l'émission, les John Ladies, je parle d'ambition. Et je dis que l'ambition, c'est avoir le courage d'oser se réaliser. Et je cherchais des témoignages de femmes qui étaient mères au foyer. Parce que je pense qu'on peut être ambitieuse et être mère au foyer. Et épanouie. À partir du moment, bien sûr, où c'est choisi. Bien et sûr. c'est, en fait, toute la différence, c'est que les femmes soient en mesure de se définir pour elles-mêmes, par elles-mêmes, de manière libre, qu'elles soient mères au foyer ou patronnes du CAC 40, en fait. Il n'y a pas une ambition qui est plus louable qu'une autre. Donc, si le partage des tâches convient dans un couple, dans un sens comme dans l'autre, c'est très bien. Et comme monsieur, juste avant, Gaël, si l'homme est père au foyer et qu'il y trouve son compte et que c'est la femme qui travaille et qui ramène l'argent, très bien aussi. Sauf que lui, on ne lui compte pas les semestres. C'est ça. Important. Est-ce qu'on a encore un dernier rapide, très rapide? On a le temps pour accueillir rapidement Sylvie de Nérac. Bonjour une Sylvie. femme. Enfin, Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, voilà, la parité est là. J'ai dit, mais il n'y a pas encore une seule femme qui a téléphoné. C'est vrai, merci Sylvie. Ouais. Donc, écoutez, comme d'habitude, bravo Monsieur Berkoff. Je vais vous appeler tous les jours maintenant, parce que je me régale, je ne sais plus rien. Je suis devant mon poste chaque midi, il ne faut pas me déranger. Merci. Voilà, quant à votre interlocutrice, Madame Le Sueur, je suis parfaitement d'accord avec elle dans la mesure où effectivement, ne soyons pas excessifs, ayons toujours du bon sens, essayons d'être indépendants, de se connaître, comme vous dites. Qui que nous soyons, ayons notre ambition personnelle, élevons aussi nos enfants dans le bon sens. Moi, j'ai élevé un fils exactement de la même façon que ma fille. Donc, c'était le ménage pendant que les parents travaillaient, ils se partageaient des tâches. Et j'ai aujourd'hui une bru qui me bénit parce que j'ai bien élevé son fils. Ah, les brus qui bénissent les belles-mères, c'est un phénomène assez rare pour mériter d'être fêté. Chère Sylvie. Écoutez, j'espère avoir le même résultat que vous avec le petit garçon de 2 ans et demi que j'élève, effectivement, et d'en faire un homme qui soit, encore une fois, un allié explicite du féminisme, parce que nous y avons tous et toutes à y gagner. Merci Laura Le Sueur, merci à vous. Merci. Écoutez, voilà un livre vraiment à lire, parce qu'il a la mesure. Merci beaucoup, chers auditeurs, à être toujours aussi nombreux à nous écouter. C'était le face-à-face avec Laura Le Sueur pour son livre Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé, édition Le Cherche Midi. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.